sur le sujet de l'environnement à travers l'activité syndicale quotidienne, ou posé autrement, comment les questions environnementales peuvent traverser les équipes syndicales directement à l'intérieur des entreprises, comment ces équipes peuvent se saisir de ces sujets, ce qu'elles peuvent en faire, et comment elles peuvent également travailler avec d'autres structures, parfois qui ne sont pas situées nécessairement dans l'entreprise. Nous aborderons ce débat en 4 phases. D'abord, nous aborderons le constat des besoins à l'intérieur de l'entreprise, puis ce que ça peut entraîner en termes de difficultés pour les salariés eux-mêmes. Ensuite, nous parlerons de quelle est l'approche interne, comment les salariés en interne peuvent s'emparer de ces outils. Puis, nous conclurons sur les convergences possibles, les nécessaires coopérations qui peuvent se construire. L'ensemble de ces interventions disposera d'un temps précis. À chaque fois, nous laisserons le temps à l'ensemble de la salle de pouvoir poser des questions. Ce sera équivalent. On donnera le même temps aux panélistes et à la salle pour poser des questions. Je suis François Bilhem, je travaille pour Indecosa CGT, l'association de consommateurs de la CGT, et je serai l'animateur de cette table pour l'ensemble de cette table ronde. Alors, sans plus tarder, je vous propose de rentrer dans notre première thématique, notre premier sujet, qui concerne le constat du besoin. Quel est le besoin aujourd'hui dans les entreprises de se saisir des questions environnementales? Est-ce ce que j'appelle parfois un supplément d'âme sous forme de questions? Est-ce quelque chose que l'on doit faire après avoir fait tout le reste, ou est-ce que cela devient une question primordiale, première dans notre activité? Pour lancer ce sujet, je passe tout de suite la parole à la représentante de la CIGIL, syndicat italien, Simona. Simona, c'est à toi. Ah, petit détail, je demanderai aux panélistes, s'ils le veulent bien, pour la première intervention, de se présenter brièvement. Merci. Yes, thank you, François. François, merci. Je suis Simona Fabiani, je travaille pour la CGIL, la Confédération italienne des travailleurs, et je travaille dans le cadre du climat et de la politique de l'environnement. Merci. Merci à la CGT d'avoir organisé ces rencontres. Je vais essayer de vous présenter ma perspective sur les questions qui viennent d'être présentées par François. L'action en faveur du climat, l'action en faveur d'une transition écologique est essentielle pour le mouvement syndical à l'heure actuelle, me semble-t-il. Nous estimons à la CGL qu'il convient d'intégrer toutes ces questions dans toute notre action syndicale, depuis l'élaboration, l'analyse, jusqu'à la négociation collective, mais également en tenant compte de la mobilisation également. Alors, je vais essayer de vous indiquer ce qui, à mes yeux, pourrait représenter les arguments que nous pouvons utiliser auprès des travailleurs pour donner de la force à notre point de vue, pour montrer, pour prouver pourquoi c'est bien une lutte syndicale, que ce n'est pas simplement un sujet qui concerne les défenseurs de l'environnement. Nous savons que le changement climatique est une véritable urgence. Nous savons également que la perte de biodiversité entraîne de graves problèmes. Donc, le premier avantage pour tous les habitants de la planète, mais également pour les travailleurs, c'est que si nous défendons ces questions, nous apportons notre contribution à une meilleure santé, à une meilleure action pour le climat.
Nous savons que la transition écologique est en effet une opportunité très importante de créer de l'emploi. C'est également la possibilité d'apporter une certaine stabilité aux entreprises, car il existe un risque qu'avec les nouveaux objectifs environnementaux, et là je m'exprime essentiellement au nom des pays de l'Union européenne, mais cela s'applique également aux autres pays, il y a un risque, à savoir que les entreprises ne reconvertissent pas leur production et qu'elles doivent alors se fermer ou se délocaliser dans des pays où il y a des normes environnementales plus faibles. Autre enjeu, la justice sociale, qui est très importante pour le mouvement syndical. Nous savons tous quelles sont les conséquences au niveau des limites de la planète, au niveau de l'urgence climatique. Ces conséquences vont toucher les personnes et les pays qui n'ont pas la maîtrise de ce genre de situation. Autre aspect, l'augmentation salariale. Nous avons en effet essayé d'influencer les entreprises au niveau de la négociation collective au sein des entreprises sur le lieu de travail pour établir un lien entre les primes de production aux économies en matière d'énergie, d'eau. Donc, si les travailleurs peuvent en retirer un avantage salarial lors des négociations. Nous savons qu'il n'y a pas de conflit, de contradiction entre l'environnement et l'emploi, car nous savons que l'emploi dans l'économie de transition, nous savons que nous allons créer plus d'emplois dans la transition qu'il n'y aura d'emplois perdus. Nous savons qu'il y a néanmoins un conflit entre le profit et le capitalisme d'une part, et d'autre part, l'environnement, l'emploi, la justice sociale et la santé. Donc là, nous devons batailler pour un changement radical de notre paradigme économique et social. Nous devons également renforcer nos alliances avec le mouvement social, avec le mouvement environnemental, avec les ONG, etc., pour renforcer notre position. Mais en tant que mouvement syndical, nous avons une responsabilité très importante, à savoir de lancer cette transition juste qui peut garantir aux travailleurs la création de nouveaux emplois durables, de filets de sécurité sociale universelle pendant cette transition et également une formation professionnelle ou l'acquisition de nouvelles compétences. C'est un moment crucial car nous avons des perspectives qui nous viennent du plan de relance. Cela représente beaucoup d'argent qui nous donne une énorme possibilité. Mais d'autre part, se pose un problème important car nous luttons pour un emploi complet. Nous savons que la crise économique qui va de pair avec la pandémie a détruit des millions d'emplois. Donc, le moment est venu d'agir. Je vous remercie et je m'excuse si j'ai pris un petit peu plus longtemps que prévu. Tout va bien, tout va très bien. Merci en tout cas pour cette introduction qui pose bien les questions qu'on est amené à se poser à l'intérieur de cette table ronde. Alors, normalement, nous voulions également explorer cette dimension du besoin de la question écologique au regard de la taille de l'entreprise. Et pour cela, nous avions eu une contribution
très intéressante de la part d'un de nos représentants de Suède, d'un syndicat de Suède, LO, Johan, mais je ne crois pas le voir parmi les panélistes, alors à moins que... Non, parce que des fois, avec les noms, je n'ai pas la vision de tout le monde, mais je crois qu'il n'est pas présent. Non, alors, je vais me permettre de reprendre l'idée qui avait été exprimée par Johan à ce moment-là, parce qu'elle est quand même assez intéressante, qui est une idée qui pose la question de la taille des entreprises. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut poser exactement la même question, la même responsabilité, la même implication pour une entreprise de grande taille, pour une entreprise de taille moyenne ou pour une TPE? C'était une question ouverte qui rejoint également une approche syndicale différente en fonction des pays sur lesquels on se trouve et qui s'attache à une notion qui serait celle d'une prise en considération environnementale dépendante de la taille de l'entreprise. Le danger d'une telle approche, à notre sens, serait que certaines entreprises puissent se dédouaner de toute considération environnementale, tout simplement en construisant des chaînes passant par des petites structures qui elles-mêmes n'auraient aucune obligation. Et tu le disais, Simona, tu parlais de ces délocalisations de chaînes de production qui pourraient partir vers d'autres pays, qui posent effectivement certains problèmes. Alors, peut-être t'interroger, puisque Johan n'est pas présent, peut-être en quelques mots, qu'est-ce que tu penses de cette idée? Est-ce que la question environnementale devrait être traitée d'un point de vue totalement égalitaire entre toutes les structures, toutes les entreprises, ou est-ce que cette question doit effectivement être différenciée en fonction des situations de terrain, en fonction des pays? Et n'est-ce pas risqué d'approcher cette question de façon trop différenciée? Est-ce qu'on ne perd pas trop de temps? Qu'en penses-tu? You ask me to me, François? Alors, c'est une question que tu me poses, François, ou Oui, à tout à tous les fait. Oui, du coup, participants? Johan n'étant pas présent, je me permets d'utiliser le petit temps qui nous reste pour te poser cette question ouvertement. Okay. Now, I think that every country and every Chaque pays, chaque entreprise a une spécificité, certes, mais la question environnementale, la question de l'action climatique est un objectif que l'on doit défendre sur tous les lieux de travail, en confrontation avec les gouvernements, etc., en tenant compte de la spécificité du pays et du type de production. Dans le cadre de notre travail et à l'allure de notre expérience, je voudrais souligner que nous avons trois plateformes sur le développement durable, la transition juste et la négociation collective pour intégrer ce genre de discussion dans le cadre de toutes nos actions. Et nous donnons certains exemples pour montrer ce que les travailleurs peuvent faire sur leur lieu de travail, les questions qu'ils peuvent aborder avec leur entreprise pour apporter leur contribution. Il est clair qu'ils doivent partir de ces exemples généraux et les adapter à leur production spécifique et y apporter, intégrer leur organisation de travail et ainsi que les processus de production. Mais de façon générale, nous devons viser une réduction des émissions, réduction de la pollution, une efficience énergétique, une efficience de l'utilisation de l'eau, des matériaux, et qu'il faut passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Les travailleurs
doivent s'engager en faveur d'une mobilité durable, mais il faut également savoir que la mobilité utilisée par les entreprises pour transporter des matériaux ou des produits doit également être revue. Il faut des accords avec les autorités locales afin que les travailleurs aient la possibilité d'avoir une mobilité électrique ou que ces travailleurs puissent se déplacer en train afin qu'ils n'aient pas à utiliser leur propre voiture, mais qu'ils puissent utiliser la mobilité collective, etc. Donc, nous donnons de nombreux exemples. Nous avons de gros problèmes de pollution en Italie et nous essayons d'y faire face à partir du lieu de travail et en demandant des comptes aux autorités locales, au gouvernement. Il y a également un aspect qui est très important. Ce n'est pas un travail que nous devons faire chacun dans notre coin, de façon isolée. Ce qui se passe au sein de l'entreprise, au sein d'un secteur industriel, a en effet des retombées sur la communauté qui vit autour de ce lieu de travail. Donc, nous devons impliquer la communauté locale, les autorités locales, l'université, le mouvement de toutes les personnes qui sont intéressées par ces questions. Je me permets peut-être d'intervenir à ce stade, Simona, pour dire que effectivement, ce besoin de convergence, nous l'aborderons peut-être plus en détail dans la fin de cette table ronde. Là, je vais, en tout cas, pour l'éclairage que tu nous apportes, effectivement, donc j'en retiens que oui, ce serait plutôt sur une intervention à hauteur de l'ensemble des entreprises, de façon différenciée pour pouvoir adapter la réponse à chaque structure et à chaque pays. Il y a une question qui est posée au niveau du panel qui rejoint une question générale qui est est-ce que ceci peut s'appliquer dans un monde capitaliste, un monde de productiviste, un monde qui cherche d'abord à faire du profit? Est-ce qu'on peut réellement intégrer les questions environnementales? C'est une question assez largement posée. Je voyais Christina qui levait la main. Tu voulais intervenir sur le sujet? Thank you very much. I'm representing the European Capital Trade Unions Network. Merci beaucoup. Je représente les réseaux des syndicats européens et j'ai grand plaisir à participer à ce débat. J'ai plusieurs remarques. Alors, pour répondre à la question sur le capitalisme, s'il est possible d'obtenir des acquis, il faut prendre des mesures, car le système, c'est celui-là que nous avons aujourd'hui. Donc, essayons en tant qu'organisation syndicale de faire le mieux possible avec ce que nous avons. Bien sûr, il s'agit d'une lutte, nous le savons, mais nous devons lutter et bien nous organiser dans les différents domaines qui sont importants. Il est important donc de bien se préparer pour pouvoir faire passer nos points de vue qui ne portent pas seulement sur l'environnement, ils portent également sur l'emploi, ils portent sur beaucoup de choses. Je pense par exemple à l'agenda 2030 des Nations Unies. Ça concerne des aspects économiques, sociétaux et environnementaux et tous les éléments sont combinés. Alors en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, les PME, je dirais qu'il se pose un problème. Ce n'est pas seulement la taille qu'il convient de prendre en compte, mais il convient également de réfléchir à l'impact néfaste qu'est le leur
sur l'environnement, même si ce sont des entreprises de petite taille. On ne va pas les exclure du fait de leur taille. Non, il ne faut certainement pas les exclure. Il y a donc deux critères. Certes, il y a la taille, la dimension. Un autre critère est l'effet néfaste ou l'impact dommageable sur l'environnement. Alors, nous savons qu'il y a une proposition de législation européenne afin que les PME soient traitées de manière différente, afin qu'elles n'aient pas à prendre des mesures pour lesquelles elles n'ont pas les ressources voulues. Alors, tout ça, c'est très positif, mais il convient également de considérer l'impact au niveau de l'environnement. Et il faudrait plutôt envisager cet aspect-là, c'est-à-dire l'impact sur l'environnement, avant donc de donner un blanc-seing. Il est possible que certaines activités soient plus dommageables. Et pour conclure sur les PME, il est vrai qu'elles doivent bénéficier d'un traitement particulier, mais pas seulement en fonction de leur dimension, mais aussi de leur impact sur l'environnement. Merci pour l'instant. Merci Christina pour cette intervention. Il y avait d'autres demandes qui avaient été adressées et il faut qu'on avance un petit peu sur notre planning. Je vous promets que toutes les questions pourront être abordées et qu'on aura l'occasion de revenir sur l'ensemble des interventions. Je voulais poursuivre notre table ronde sur un aspect que tu as beaucoup abordé, Emmanuel, lorsque nous avons fait les travaux de préparation. Nous parlions de justement la crainte des salariés et Simona en a reparlé, cette crainte des salariés sur l'emploi. Pas tant sur le volume d'emploi que sur leur emploi à eux et le niveau de qualification, de rémunération, bref, la qualité de leur emploi. Et tu avais apporté un éclairage assez intéressant sur la question. Est-ce que je te passe la parole sur le sujet, Emmanuel? Merci à toi. Bonjour tout le monde, Emmanuel Patola. Je suis du SFP Québec, du syndicat des employés de métier d'Hydro-Québec et affilié à l'FTQ, la Fédération des travailleurs du Québec. Pour ce qui est des emplois, le point tout simplement que j'amenais, c'est qu'il n'y a pas de bons emplois sur une planète morte, un peu le slogan de manif qu'on faisait. On veut défendre des bons emplois dans le secteur énergie, dans les secteurs très polluants comme la production de béton ou de gaz de schiste, du transport aussi du pétrole par pipeline. On met en opposition les emplois qui sont bien payés dans ces domaines-là. Versus si on fait une transition énergétique ou une réduction des gaz à effet de serre, qu'on va perdre ces bons emplois-là ou que ces industries sont créatrices d'emplois de bons emplois. Les travailleurs eux-mêmes, il y a une partie, il y a comme cette opposition-là leur est expliquée ou leur est démontrée tout le temps en opposition à une transition. Mais ce qu'on voit de plus en plus, même aux États-Unis, comme les travailleurs du charbon, qui ont été complètement laissés tomber par les autorités en place, quand les mines ont fermé, c'est ce qu'on voit ailleurs, c'est que c'est possible de transférer ces emplois-là et dans la production d'énergie, ça reste les mêmes bons emplois, par exemple dans le solaire ou dans l'éolien ou dans l'hydroélectrique. C'est possible de transférer ces emplois-là et l'expertise des travailleurs dans le domaine aussi est utile dans un domaine moins polluant et plus harmonieux avec l'environnement aussi. Merci Emmanuel, effectivement pour cet éclairage. Comme tu le soulignes, un certain nombre de salariés se retrouvent dans des domaines tout à fait spécifiques, des domaines de production qui ne sont pas véritablement très bons pour l'environnement. Et tous ces salariés peuvent se retrouver en difficulté ou en crainte par rapport à leur devenir et par rapport à cette transition.
Ce qui nous amène immédiatement à interroger l'action des pouvoirs publics pour accompagner une telle transition. Et à ce titre, nous avons dans notre panel une expérience fort intéressante menée sur la Belgique, qui est une expérience de formation des responsables et des représentants syndicaux aux questions écologiques. Alors, Lydie, donc tu vas te présenter, tu es responsable de ce programme, un programme extrêmement intéressant, et peut-être dans un premier temps déjà nous expliquer quelle est l'analyse qui a été faite justement de ce besoin, du conflit que les salariés peuvent sentir au niveau de leur emploi par rapport à l'approche de ton programme. Oui, bonjour. Donc, mon nom, c'est Lydie Gaudier. Je coordonne depuis 2010 la cellule RIS. Donc, c'est une cellule RIS, ça signifie Réseau intersyndical de sensibilisation à l'environnement. Et donc, en effet, même si on travaille au sein du syndicat, on est subventionné par les pouvoirs publics régionaux. Et notre mission, c'est d'informer et sensibiliser le public syndical au sens large sur les questions d'environnement. Alors, au départ, notre optique, c'était, parce qu'on existe depuis 1996, c'était plutôt d'informer les délégués syndicaux, d'organiser des formations sur des questions techniques, sur des questions, la vulgarisation scientifique, sur l'information sur la législation en matière de concertation sociale sur l'environnement. Et puis de plus en plus, l'environnement devient une question centrale du travail syndical, puisque, comme l'a dit mon camarade précédemment, il n'y a pas d'emploi sur une planète morte. Donc, c'est vraiment le slogan qui guide notre travail au sein de RISE. Et donc, on s'inscrit de plus en plus dans une optique transversale qui est celle de la juste transition. Alors, dans la juste transition, il y a différents piliers. Il y a effectivement la négociation, des emplois vont être perdus, des emplois vont être gagnés, mais sur le long terme, voilà, il s'agit d'organiser cette transition pour maintenir des emplois de qualité et permettre d'éviter les changements climatiques, de répondre aux objectifs climatiques, d'éviter les pertes de biodiversité, c'est-à-dire de continuer à créer un environnement qui permette à la société de fonctionner. Donc, il s'agit d'avoir un gros travail de négociation en termes de préparation de la transition avec l'ensemble des acteurs. Il y a une question aussi de participation syndicale, de gouvernance, c'est-à-dire que ce débat doit se faire sur une base démocratique. Il y a aussi la question qui est un autre pilier de la transition juste, c'est celle d'avoir un socle de protection sociale qui soit maintenu, voire développé et suffisant pour représenter un filet de sécurité pour éviter les catastrophes sociales en cas de reconversion, puisqu'il s'agit quand même d'indemniser les travailleurs, d'organiser des formations, de pouvoir maintenir un niveau de vie décent pour les personnes qui seront amenées à perdre leur travail. Donc, la protection sociale est vraiment fondamentale. Et ensuite, il y a la formation. Et la formation, c'est vraiment le cœur du travail que l'on mène depuis près de 25 ans avec les délégués syndicaux, où de plus en plus, on travaille non seulement pour expliciter tous les enjeux de la transition juste, mais aussi en termes de stratégie syndicale, on les aide à développer des projets syndicaux au sein des entreprises avec notre aide, avec l'aide d'experts d'extérieur, comment construire des alliances avec notamment les organisations non gouvernementales, quelle stratégie adopter, comment organiser le travail dans les différents organes de concertation, conseils d'entreprise, comité pour la prévention et la protection au travail. Enfin, les terminologies sont différentes en fonction des pays. Et au niveau de la délégation syndicale, pour essayer de mettre le plus de chances de leur côté d'aboutir à des changements. Alors, ce qu'il faut bien aussi dire, c'est que le travail des délégués en entreprise ne va pas changer le monde. Donc, la transition juste, c'est une pierre à l'édifice. Après, il y a des transitions beaucoup plus fondamentales à réaliser aussi au niveau, par exemple, d'une réforme fiscale. Actuellement, le modèle qui
qui a été mis en place en termes de cadre socio-économique favorise la croissance économique, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu qui était fondamental après-guerre, mais aujourd'hui les enjeux ont changé, et donc il s'agit aussi au niveau politique de pousser pour une évolution du cadre réglementaire et fiscal afin que celui-ci réponde aux enjeux d'aujourd'hui qui sont différents en partie de ceux d'hier. Et néanmoins, le travail au sein de l'entreprise est fondamental et permet aussi un travail plus large d'évolution des mentalités, puisque les formations qu'on fait influent aussi sur les comportements de notre public au sein de leur famille et dans leur vie privée et dans leur propre réflexion personnelle. C'est intéressant, effectivement, la notion que tu abordes, puisque vous avez quand même un programme qui est très, très intéressant, hein, qui n'existe pas dans tous les pays. Ce programme de formation des responsables syndicaux ou des délégués syndicaux à l'intérieur des entreprises sur les questions environnementales n'est pas nécessairement un programme existant partout, loin de là. Et en même temps, tu le dis toi-même, il peut y avoir d'autres actions qui sont menées. Alors, il y a une intervention qui était intéressante dans ce sens au niveau du panel, qui posait la question de, au regard de ce manque d'initiatives ou d'initiatives minimales montées par des entreprises ou des gouvernements ou des structures en responsabilité, ne serait-il pas, les organisations syndicales ne seraient-elles pas en droit de revendiquer le droit de grève pour inaction climatique? Alors, est-ce que ce serait aussi des actions qui pourraient venir à l'appui d'équipes syndicales formées et qui pourraient relayer ce genre d'initiative? Est-ce que ce sont des choses qu'on pourrait mettre en place ou qui pourraient avoir une incidence, une portée Ça à l'intérieur existe. de l'action? Ça existe, c'est-à-dire qu'il y a 1 an, 2 ans, hein, donc c'était avant la crise sanitaire, il y a une initiative qui s'appelait Grève pour le climat qui a été lancée. Alors c'est organisé un petit peu d'une manière particulière parce qu'elle a été lancée non pas par les syndicats, mais par les ONG qui sont venus nous proposer l'idée de grève pour le climat. Alors cette grève pour le climat a finalement eu lieu. Les syndicats s'y sont ralliés, même si ils n'étaient pas toujours très contents que l'idée ne vienne pas d'eux. Et alors la question évidemment qui se pose, mais c'est toujours le cas sur les questions d'environnement, c'est dans quelle mesure cette revendication peut s'insérer dans le calendrier des actions qui sont déjà prévues pour différents autres objectifs. Et est-ce qu'on va pouvoir avoir une masse critique de participants aux manifestations pour le climat ou de travailleurs qui vont participer à cette grève? Il faut quand même avoir un petit peu, il faut quand même être sûr de ne pas faire un flop. Et donc là, c'était un petit peu le débat. Donc je pense que oui, ça existe, ça s'est fait en collaboration avec les ONG, mais ce n'est pas encore quelque chose qui est rentré dans les coutumes. Et donc, il s'agit aussi de préparer le public syndical pour le sensibiliser à participer à ce genre d'action. Et finalement quelque chose de difficilement relayé. Ça rejoint une autre question qui a été posée et qui demande: doit-on former les délégués syndicaux à l'utilisation des objectifs de développement durable? Là aussi, des initiatives existent, mais c'est vrai qu'elles se heurtent souvent au relais qu'on peut en faire à l'intérieur des entreprises et à l'adhésion des salariés. Alors justement, à ce propos, je me tourne maintenant vers notre collègue des commissions ouvrières, Espagne, dont l'intervention portait sur cette nécessité de développement d'un délégué à l'environnement à l'intérieur des entreprises. C'est une idée très intéressante. Est-ce qu'on peut la développer? Alors, par contre, je ne sais pas qui des commissions ouvrières était censé intervenir. Mariano? Pues sí, gracias. En effet, merci. J'aimerais, comme l'a dit comme cela a été dit, il y a des entreprises doivent changer parce que leur production a un impact sur l'environnement, par exemple, pour ce qui est du risque chimique. Nous travaillons pour que l'environnement soit
projeter dans toutes les entreprises, que dans toutes les entreprises, il y ait cette dimension environnementale. Il est indéniable que le changement climatique a un impact sur le travail, sur la santé humaine, sur les conditions de vie. Et en Espagne, notre territoire est particulièrement vulnérable. Cela a également un impact sur les conditions de travail et nous devons mettre l'accent sur une juste transition. Hier, nous avons participé à un atelier sur cela. Il y a un projet d'État espagnol sur cette transition. Mais bien sûr, il y aura des emplois qui vont disparaître, d'autres qui vont être transformés. Il y aura également de nouveaux emplois. Pour la commission exécutive de Comisiones Obreras, dont je suis responsable, il y a un responsable de l'environnement et depuis 1996, nous avons un institut technique qui s'occupe du développement de la santé au travail et de l'environnement. Donc, c'est une tradition établie. Et il y a 4 éléments très importants dans ce contexte. La transition énergétique, l'agriculture et le transport durable, l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et l'économie circulaire. Dans ce contexte, dans notre organisation, nous nous sommes engagés à être proactifs et à faire des propositions dans le cadre des différentes négociations qui ont lieu dans le cadre institutionnel avec les territoires et les gouvernements, mais aussi dans le cadre de la négociation au sein de l'entreprise. Il est important de mettre l'accent sur cette transition. Mais nous sommes également proactifs car nous élaborons des études, des projets politiques et nous voulons créer des projets pour encourager ce changement. Et nous avons également une formation des guides également et cela fait longtemps qu'on le fait, ce n'est pas nouveau, pour être des agents actifs de ce changement et pour transférer dans l'entreprise ce débat sur la transition au niveau global et au niveau de l'entreprise. Et donc, le travail syndical doit porter sur 4 aspects. Premièrement, avancer dans le débat de la transition écologique de l'entreprise, que l'entreprise et les travailleurs soient conscients de la nécessité de faire ce changement. Et nous voulons, dans les entreprises, un plan d'action environnementale. Un plan d'action environnementale, ce n'est pas un document structuré, car il doit s'adapter aux caractéristiques de chacune des entreprises. Et à partir de là, nous ferons une analyse et nous ferons des propositions concrètes de bonnes pratiques afin que ce plan suscite le changement. Pas simplement dans la perspective de l'environnement, mais nous pensons que les actions pour l'environnement permettent également des économies importantes pour l'entreprise. Et cet argument doit être utilisé pour une revendication clé dans le secteur chimique, par exemple. C'est très important. Nous avons le représentant pour l'environnement, le délégué syndical environnemental qui a des compétences et qui peut intervenir dans le cadre de l'entreprise. Nous avons pour cela une campagne impulser la transition au sein de l'entreprise avec des affiches, des recommandations de bonnes pratiques. Nous avons également un guide de soutien pour les délégués syndicaux pour indiquer les directives à suivre pour cette proposition. Nous avons également un calendrier et nos revendications ont été paralysées avec la COVID, mais nous avions déjà plus de 20 ateliers sur ce processus et nous avons également des cours de formation pour les représentants syndicaux, mais également pour les organisations. Par exemple, si l'on devait intégrer cette politique, il est essentiel que les représentants syndicaux soient sensibilisés à cette question.
Les principaux problèmes que nous avons rencontrés se posent au niveau de l'économie circulaire. Nous devons donc présenter une alternative à la consommation et à la production. Comment intervenir au niveau syndical dans les lieux de travail? Quels sont les aspects clés qui doivent sous-tendre cette action syndicale? Et nous avons également une documentation pour faciliter ces propositions. En bref, par exemple, nous avons parlé de la gestion de l'environnement, nous avons parlé d'audit environnemental. Le diagnostic est essentiel. Nous avons également travaillé dans le domaine de l'eau, l'efficacité, l'utilisation de produits chimiques, les produits résiduels, les achats verts ou encore l'énergie, les économies d'énergie, les installations d'autoconsommation dans les entreprises. Donc, nous ne parlons pas simplement de ces questions dans les grandes entreprises, mais nous pensons que l'environnement doit être intégré de façon transversale dans le quotidien des syndicats. Nous pouvons travailler comme nous le travaillons dans la prévention des risques au travail. Donc, je voulais apporter ma contribution. Les grandes entreprises doivent respecter de nombreux nombres, mais dans les PME, il peut également y avoir des programmes pour faciliter l'intervention afin que cela devienne une habitude et que lorsque des changements plus radicaux seront nécessaires, nous serons déjà prêts et qu'il y aura un avantage à la fois pour l'entreprise et pour les travailleurs. Je vous remercie. Merci Mariano pour cet éclairage, parce qu'il y a beaucoup de choses centrales dans ce que tu viens de témoigner, beaucoup de choses extrêmement importantes. Ça permettrait peut-être de faire un parallèle avec une expérience que tu avais présentée, Lydie, concernant une syndiquée dans une entreprise qui a eu une action très concrète d'un point de vue environnemental. Alors, elle n'avait pas ce titre de délégué syndical, de délégué environnemental, mais tu vas peut-être pouvoir nous expliquer, elle a quand même eu un parcours assez original. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette expérience? Oui, voilà, donc en quelques mots, c'est une déléguée qui travaille dans une entreprise de certification qui est une filiale de multinationale dont le siège se situe en Suisse et qui suit nos formations depuis déjà un certain temps. Elle participe aussi au réseau qu'on a mis en place depuis 2014. Donc, c'est un réseau de délégués qui se rencontre 4 journées par an. Et qui travaillent ensemble sur les projets qu'ils peuvent mener sur les questions d'environnement au niveau de leur entreprise, mais aussi sur la mobilité. Et donc, elle nous connaissait bien, on a travaillé pendant plusieurs années avec elle. Et elle a décidé, suite aux formations qu'elle a effectuées chez nous, de se lancer dans une formation d'éco-conseillère. Donc, il y a une institution qui s'appelle l'Institut d'éco-conseil en région Wallonne qui organise des formations d'éco-conseillers. Donc, elle était très sensibilisée et motivée à travailler sur toutes ces questions. Et également, à titre personnel, elle a changé beaucoup de choses dans son alimentation, dans sa mobilité, dans une série de choses. Et il se fait que la société dans laquelle elle travaille ne respectait pas, rencontrait des problèmes en termes de gestion des déchets. Elle ne respectait pas ni tout à fait la législation régionale, ni les objectifs imposés par le groupe à Genève en termes de gestion des déchets. Et donc, quand elle a proposé d'organiser un projet sur la gestion des déchets, sa direction s'est tout de suite montrée favorable. Et donc, ça n'arrive pas dans tous les cas, mais en ce cas-ci, il y a eu c'est ce point positif qui fait qu'elle a eu quand même les mains libres pour pouvoir travailler sur cette question. Elle a fait appel à des experts extérieurs pour faire un audit de la situation en termes du déchet. Elle a construit une équipe, une éco-team pour réfléchir au projet à mener. Elle a développé toute une communication vis-à-vis du personnel
par rapport aux nouveaux comportements à mettre en place. Donc, ils ont changé les gobelets, ils ont changé les poubelles, ils ont fait des appels à projets pour des produits plus écologiques. Ils ont fait toute une série de choses et ils ont intégré ça dans une campagne de communication vis-à-vis du personnel assez sympa, avec des petites images. Et donc, ça s'était vu. Ils ont réussi de cette manière à avoir l'adhésion du personnel. Et ensuite, ce projet a été présenté dans la Semaine européenne de prévention des déchets. Et là aussi, c'est aussi quelque chose qui a été très valorisant pour elle, parce qu'il y a eu plusieurs articles qui ont été publiés pour parler de son projet. Elle a aussi été reconnue sur le site de la Semaine européenne de réduction des déchets. Et donc, on voit dans ce cas-ci que même à titre personnel, non seulement il y a eu un impact vraiment très positif au niveau de l'entreprise, mais même à titre personnel, cette reconnaissance lui a permis aussi d'évoluer dans son travail et voilà, de s'épanouir beaucoup plus. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est bien mis en place à tous les niveaux. En fait, dans ce cas-ci, ça n'arrive pas à chaque fois, mais c'est une expérience vraiment très réussie. Ce que je retiens de l'expérience que tu nous démontres, c'est qu'effectivement, il y a eu une partie importante, d'abord d'adhésion des salariés, le fait que les salariés aient pu adhérer au projet, et puis de valorisation individuelle, personnelle, renforçant la motivation de la personne qui portait le projet. Oui, Et donc justement, l'adhésion du salarié, c'est vraiment un point fondamental c'est un que point parfois on fondamental. oublie, c'est qu'il faut absolument que les délégués soient soutenus par la base pour avancer, sinon c'est peine perdue. Ouais. Ouais. Alors, justement, revenons sur ce point de cette valorisation ou de comment on peut faire franchir passer du cap du programme au cap de l'appropriation par les salariés, par les gens qui portent le projet. Christina, je reviens vers toi. Tu en as déjà touché quelques mots. Il existe un certain nombre de programmes officiels qui s'attachent aux objectifs de développement durable, aux questions environnementales, au financement d'un certain nombre de structures. Mais là, on a eu plusieurs questions dans le chat qui finalement allaient vers la même chose. C'est comment dépasser ce seul cadre institutionnel? Comment de ces programmes peut-on impliquer directement les salariés, peut-être même leurs familles? Une des interventions disait pourquoi pas que les CE d'entreprise organisent quelque chose pour les familles sur ces questions environnementales. Comment peut-on passer de ces grandes déclarations à quelque chose de plus concret? Et juste pour appuyer le propos, j'ai eu dernièrement l'occasion de participer à un programme justement de présentation des objectifs de développement durable de l'ONU, et j'ai eu vraiment plus le sentiment que c'était beaucoup plus les associations, les ONG qui s'emparaient du sujet, beaucoup plus que les syndicats qui avaient l'air de considérer ça en disant oui, c'est important, mais finalement, ça ne rentre pas directement dans notre champ. Comment on peut, qu'est-ce qu'il faut faire pour briser un petit peu cet obstacle, cet écueil? You address to me if I'm not Est-ce wrong. que c'est une question que vous me posez, si je ne m'abuse? Oui, oui, tout à fait. Merci. Tu as raison. Pendant la dernière décennie, les syndicats n'étaient pas vraiment impliqués dans les questions environnementales, car ils pensaient que c'était une question qui concernait les écolos, les ONG, d'autres. Et on disait, celui qui n'est pas autour de la table est dans l'assiette. On ne peut pas rester à l'écart de ce problème, car quelqu'un d'autre va prendre la décision à notre place alors. Cet agenda des Nations Unies, dans le cadre des ODD, donc c'est un agenda qui a été également repris par la Commission européenne. Il y a également le socle de l'Europe sociale, les 20 actions adoptées à Porto sur l'Europe sociale.
Il y a également des points sur l'environnement, la participation des travailleurs, le dialogue social, la négociation collective, les conventions collectives. En tant que syndicat, nous devons prendre l'initiative donc. Pour ce qui est de notre implication, de notre rôle, on ne peut pas laisser la question environnementale à d'autres. Et il y a un problème, enfin, pas vraiment un problème, mais cela y ressemble. Au cours des dernières années, les syndicats sont restés à l'écart de ce qui était décidé en matière d'environnement. Ils ont quitté la salle, ils l'ont abandonné à d'autres. Mais un travailleur, c'est également un citoyen. Or, les citoyens sont sensibilisés aux problèmes environnementaux. On ne peut pas dire, lorsqu'on est sur le lieu de travail, eh bien, on oublie l'environnement. Il y a donc un problème. À mes yeux, les syndicats, les structures, pas les travailleurs pris isolément, mais les syndicats doivent introduire l'environnement dans leur agenda quotidien. Bien entendu, il y a des pays, comme l'a dit notre collègue de Comisiones Obreras, qui l'ont déjà fait. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas partout. Les confédérations syndicales, les syndicats d'entreprise doivent donc prendre l'initiative pour informer, pour sensibiliser les travailleurs dans ce sens et pour dire oui, l'environnement, c'est également un des sujets en faveur desquels nous luttons, car sinon, on est d'accord, c'est bien, mais on ne s'implique pas. On ne fait pas sentir notre présence. Dernier point, le dialogue social et les négociations collectives, les conventions collectives. Sans cela, il serait facile d'exclure les syndicats. Or, nous avons besoin de renforcer le dialogue social. Nous avons besoin de conventions et de négociations collectives pour refléter notre intérêt, notre participation proactive pour des sujets qui dépendent intimement de nos conditions de travail. Car l'environnement externe et interne sont intimement liés. On ne peut pas dire qu'il y a une bonne entreprise à l'intérieur qui pollue l'environnement ou inversement. Des entreprises qui polluent l'environnement ne peuvent pas avoir un bon audit. C'est tout à fait impossible. Donc, si nous voulons des entreprises durables, nous devons également avoir des conditions de vie et de travail durables. C'est difficile, certes, mais c'est un défi du 21e siècle et nous, les syndicats, nous devrons faire tout notre possible pour remplir notre rôle. Je vous remercie. C'est moi qui te remercie, Christina, pour cette intervention. Est-ce que tu t'en doutes, une association de consommateurs adossée à un syndicat comme la nôtre ne peut qu'être entièrement d'accord avec ton propos lorsque tu expliques qu'effectivement, le travailleur, c'est aussi un citoyen, c'est aussi un consommateur, c'est quelqu'un qui est impliqué dans tous les moments de la vie et pas uniquement sur le monde du travail. Je pense que cette notion du périmètre d'action syndicale, on peut encore l'explorer, mais à ce stade, j'aimerais me tourner vers ma camarade Valérie, qui est de la CGT. Valérie, dans les préparations, tu posais une question qui était une question essentielle, il nous semble, qui est la question de s'interroger aussi sur notre mode de consommation et sur notre rapport finalement à l'environnement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, bonjour. Alors, moi, je suis donc Valérie Gonçalves de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT.
Et donc, voilà, je vais vous décrire un peu le travail qu'on est en train de mener, parce que souvent, les questions sur l'environnement au sein des entreprises, elles sont traitées sous le prisme du greenwashing et d'une façon verticale, descendante des directions vers les salariés. Et les entreprises confisquent le débat, se contentant de projeter lors des réunions quelques beaux diaporamas illustrés de quelques éoliennes sur fond vert. Et cela ressemble plutôt à des opérations de communication qu'à de réelles actions environnementales. Et donc, les discussions de fond sur la transformation de l'outil de production, de la justice sociale, comme ça a été dit, hein, l'emploi et sa sécurisation, la charge de travail, son contenu, son organisation, son sens et sa finalité, tout ça, c'est confisqué aux représentants des salariés et plus globalement aux salariés, en fait. Hein. Et donc, nous, à la CGT, nous pensons que le syndicalisme peut permettre de lier à la fois le progrès environnemental et le progrès social. Et on refuse de se limiter à l'évolution des comportements de consommation et interroger le mode de production, des richesses, le sens et le contenu de la croissance. C'est ça dont on devrait parler, quoi. Les salariés, et notamment les jeunes d'aujourd'hui, sont particulièrement sensibilisés à cette thématique dans leur vie quotidienne. Et bien souvent, malgré les responsabilités, les qualifications et la place qu'ils occupent dans les processus de production, eh bien, ils n'ont pas les moyens de faire évoluer leur travail et leur entreprise pour limiter son impact environnemental. Donc, ce qui veut dire que leur capacité d'action se limite au choix de consommation et au détriment du sens de leur travail. Alors, si nous voulons, comme ça a été dit aussi par plusieurs intervenants, que les salariés et leurs représentants puissent s'investir sur ces enjeux environnementaux et peser sur les choix de l'entreprise, eh bien, il faut leur en donner les moyens. Et c'est dans ce sens, hein, que, comme je disais au début, que l'UGICT-CGT a essayé de développer un outil qui pourrait être mis à disposition des salariés pour leur permettre, en s'appuyant sur leurs responsabilités et leurs qualifications dans le cadre d'une démarche participative, d'agir et de vérifier par eux-mêmes si leur entreprise est vertueuse. Donc, il s'agit des informations sur l'organisation du travail et la production dont ils disposent d'auditer un certain nombre de radars sur l'impact environnemental de la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc, c'est un outil dont la démarche est en 3 temps. D'abord, c'est un diagnostic, hein, qui identifie et hiérarchise les enjeux du développement durable dans l'entreprise, c'est-à-dire en mesurant l'empreinte environnementale sur l'ensemble de la chaîne de production, y compris la partie externalisée, et donc, par exemple, sur la sous-traitance, les achats, le transport, et donc, voilà, peu importe donc la taille de l'entreprise. Hein. Et ensuite, il s'agit de lister les champs d'action possibles pour l'entreprise pour s'améliorer en agissant sur certains leviers, hein, comme par exemple consommer moins d'eau, moins d'électricité, produire moins de déchets, sur des entreprises qui développent le tourisme, avoir un tourisme plus solidaire, développer d'autres formes de tourisme, par exemple. Et enfin, la 3e phase, c'est entamer des discussions au sein des directions pour s'entendre sur des indicateurs pour évaluer les stratégies de transition actuelles et futures. Donc, c'est aussi, pour reprendre en fait ce que disait le camarade des commissions ouvrières espagnoles, c'est mettre des plans d'action environnementales adaptés pour chaque entreprise. Donc, et nous pensons aussi que il y a un levier sur lequel on pourrait s'appuyer, c'est la loi sur le devoir de vigilance pour gagner des droits et moyens d'intervention nouveaux pour les salariés. Et l'outil que nous développons à l'UGICT est peut-être un levier pour y arriver, en fait, pour obtenir ces nouveaux droits. On pourrait gagner, par exemple, un droit d'alerte, de refus et de propositions alternatives qui permettent aux salariés de faire primer l'éthique professionnelle et d'exercer leurs responsabilités sociales dans le cadre de leur activité professionnelle, en leur garantissant aussi une protection contre toute sanction ou mesure de rétorsion, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Hein. Il faut à la fois, nous pensons qu'il faut à la fois de l'anticipation, de la planification sur les choix stratégiques, les investissements, les formations aussi à mettre en œuvre afin de sécuriser les emplois. Et cela doit être travaillé effectivement avec les salariés qui sont les meilleurs experts de leur travail et de leur outil de production.
C'est pour ça qu'ils doivent être écoutés et surtout entendus à partir de ce qu'ils créent et ce qu'ils fabriquent. Donc, et on doit donner aussi un pouvoir aux salariés pour contrôler, par exemple, les fonds publics que les entreprises versent pour vérifier si cet argent public est utilisé à bon escient en direction à la fois des questions sociales et des questions environnementales et non pas pour augmenter les profits des entreprises et surtout ne pas tomber dans le dilemme entre les choix opérés entre environnement et social. Les deux doivent être indissociables et menés de front. Hein. Par exemple, il faut des plans d'investissement qui continuent à la fois d'améliorer les productions existantes et qui préparent à d'autres procédés moins polluants, mais il faut avoir aussi une politique de recherche et développement qui est, à mon avis, très importante, à la fois pour continuer l'existant, mais pour inventer les produits de demain, parce que si on veut reconstruire une politique industrielle qui intègre les problématiques du développement durable, alors les entreprises ne peuvent pas considérer la recherche et développement comme une charge à minimiser en l'externalisant, en misant sur des startups pour réduire les coûts et les risques et obtenir, avec l'objectif d'obtenir ou de maximiser les gains. En France, la recherche, elle décroche. Hein. Les dépenses publiques et privées de la recherche sont très insuffisantes et la recherche, ça passe, c'est indispensable pour aller vers des nouveaux modes de production. Et par exemple, notre pays s'était engagé en 2000 à atteindre l'objectif des 3% du PIB de dépenses dans sa recherche. Et depuis les années 90, en fait, on ne décolle pas et on est toujours à 2,2% du PIB. Donc, pourtant, la France, elle fait un effort important de soutien aux entreprises privées. Alors, bien sûr, avec, je disais, avec l'argent public, mais pour autant, l'effort des entreprises en matière de recherche n'a pas augmenté, hein, malgré les aides publiques qui sont données à toutes ces entreprises privées, notamment le dispositif fiscal du CICR, en fait. Donc, pour ça, moi, je pense qu'il faut véritablement un pouvoir, il faut donner un vrai pouvoir aux salariés d'intervention, de contrôle, pour qu'ils exercent un contrôle sur les critères d'attribution et sur le contrôle de son usage et les stratégies, bien sûr, qui en découlent en matière d'emploi, en matière d'environnement, en matière de formation, en matière de recherche. Et il y a aussi, on parlait de la formation des représentants des syndicats, mais il y a aussi besoin, me semble-t-il, d'agir bien en amont en matière de formation et d'intégrer les enjeux écologiques dans toutes les formations initiales, notamment dans l'enseignement supérieur. Voilà quelques pistes que je voulais vous livrer à ce moment du débat. Ce sont des pistes très pertinentes et très intéressantes et comme tu le résumes bien, ces questions écologiques doivent s'appuyer sur un vrai volontarisme de la part et une vraie appropriation de la part des syndicats, des organisations syndicales qui voient bien que si elles ne se saisissent pas de ces questions, elles seront traitées dans le sens qui ne dérange pas le modèle économique dominant actuel, c'est-à-dire que clairement, elles ne seront pas traitées, puisque ce modèle économique ne peut pas s'encombrer aujourd'hui de considérations comme les considérations environnementales qui entravent son développement. En tout cas dans sa perception actuelle, hein, s'entend. Hein. Il y a d'autres modèles économiques qui pourraient nous permettre d'être beaucoup plus respectueux de ça. Je retiens également de toutes les conversations et toutes les contributions que vous avez pu apporter, cette idée que l'un des plans clés, l'un des leviers clés de cet investissement des syndicats tient également dans la formation des salariés, que ce soit la formation syndicale ou la formation professionnelle. On voit bien là encore que chez nous, sur la France, c'est un secteur qui a été particulièrement attaqué par les pouvoirs publics et qui aujourd'hui peine à reprendre des couleurs, à reprendre de la vivacité. Et puis, pour que les organisations syndicales puissent s'investir sur les questions environnementales,
Il faut qu'elles en aient également des moyens, qu'elles aient également des moyens de se développer. Et là encore, un peu partout en Europe, c'est plutôt l'inverse qu'on observe, à savoir plutôt une attaque des moyens syndicaux qui fait que les syndicats ont parfois du mal à détacher les forces vives nécessaires au développement de ces questions. Donc tout ça, ce sont des aspects extrêmement importants que vous avez tous mis en avant à l'intérieur des entreprises. Il y a effectivement un aspect là, qui vient d'être abordé, dont tu parlais de la responsabilité environnementale des entreprises, donc qui est à l'étude à l'heure actuelle au niveau européen. Hein. Ce serait une décision européenne qui pourrait s'appliquer à l'ensemble des pays de l'Union, d'avoir une législation sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Il y a différents pays dans le monde qui disposent de législations qui vont dans ce sens. Ça reste encore assez minoritaire. Et je pense qu'à ce stade, on peut aborder, on a beaucoup parlé là des conséquences internes à l'entreprise, de ce que les entreprises peuvent faire en interne, de ce que les équipes peuvent faire en interne. Mais ces entreprises, elles ont également une incidence, soit dans leur environnement immédiat, là je parle d'environnement physique, donc là ce sont des cas classiques de pollution immédiate, hein. Vous avez des entreprises qui rejettent des produits ou qui peuvent, des fois ça peut être des problèmes de pollution lumineuse également, on a également été confronté à ce genre de problème. Mais on a également des entreprises qui, aujourd'hui, ont organisé leur système de production pour faire en sorte que les activités polluantes soient délocalisées. C'est-à-dire que toutes les activités polluantes soient tenues sur des territoires où, finalement, ce n'est pas chez eux, ce n'est pas eux, on ne sait pas très bien qui c'est. Voilà, donc ça ne les concerne pas vraiment. À ce stade, je voudrais juste vous porter le témoignage d'une action qui a été menée par un des COSA CGT concernant une usine sur l'est de la France. Alors malheureusement, je ne vais pas être en mesure de vous donner tous les détails de cette opération pour une bonne et simple raison, c'est qu'elle est toujours en cours. Elle est toujours en cours et un certain nombre d'éléments ne peuvent pas être trop exposés. Mais je vais quand même essayer de vous en donner les éléments les plus marquants. Il s'agit donc d'une usine, on va dire, je vais très clairement vous donner sa fonction, c'est une usine d'incinération. Et les usines d'incinération rejettent ce qu'on appelle des réfiums. Alors, je ne vais pas vous donner la signification exacte de ce mot, mais en gros, ce sont des cendres d'incinération d'ordures ménagères. Bon. Et ces cendres sont reconnues comme étant cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, donc extrêmement dangereuses. Or, cette usine rejette dans la nature, et ce depuis des années, des tonnes et des tonnes de réfium, pour une bonne et simple raison, c'est que ces équipements ne sont pas aux normes et que ça lui coûterait très très cher de les remettre aux normes. Il faut quand même savoir que les contrats d'ordures ménagères sont des contrats très lucratifs, mais l'usine estime quand même que ça coûterait beaucoup trop cher de les remettre aux normes. Alors, ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'on avait une équipe syndicale en interne de l'entreprise qui a protesté contre ça et qui a attaqué sur la mise en danger des salariés, qui est une des approches environnementales les plus directes et les plus évidentes pour les équipes syndicales, de dire, ben voilà, vous avez une pratique environnementale qui met en danger les salariés. Ils ont, d'un certain côté, ils ont gagné. L'usine a été arrêtée pendant 2 ans pour une remise aux normes, tellement il y avait de problèmes à l'intérieur de l'usine. Malheureusement, d'un autre côté, ils ont perdu, c'est-à-dire que l'équipe syndicale sur place a été très fortement attaquée et entre les gens qui ont été purement licenciés et ceux qui ont été poussés vers la sortie, aujourd'hui, il ne reste quasiment plus personne de cette équipe à l'intérieur de l'usine. Ils ont également malheureusement perdu car après plus de 200 millions d'euros de travaux menés pendant ces 2 ans, eh bien, malheureusement, tous les problèmes de l'usine sont toujours présents. La grosse majorité de ces 200 millions d'euros ont été utilisés pour payer les moyens de détournement des ordures vers d'autres sites. Donc, résultat, l'usine est quasiment dans le même état qu'au début. Donc, quand cette équipe syndicale s'est rendue compte qu'elle reprenait en main un outil de travail qui était exactement le même problème qu'au départ, elle n'a pas trop bien su quoi faire. Ils s'étaient déjà intervenus, ils s'étaient déjà mobilisés, ils l'avaient payé extrêmement cher. Ils sont venus nous voir en tant qu'organisation de consommateurs et nous, on a commencé à monter avec eux un projet qui consiste à dire qu'en même temps, il y aura protestation des salariés sur leur mise en danger, mais une interpellation des pouvoirs publics
en tant que consommateur, on parle d'ordures ménagères, hein, donc c'est parmi les choses que vous et moi, on peut être amené à payer dans nos impôts, dans nos taxes. Une interpellation au niveau de la presse, une interpellation au niveau même de nos partenaires européens, parce que cette usine a des ramifications dans d'autres pays d'Europe, et je pense notamment à nos amis italiens que nous avons, que nous avons particulièrement mis en relation sur ce dossier. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à provoquer une convergence des actions à l'intérieur de l'entreprise, mais également à l'extérieur. Et c'est ça qui est intéressant dans ce projet. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, il se heurte encore à certaines difficultés. Si vous avez envie d'en savoir plus, je serais ravi de répondre à vos questions, mais je vais laisser la parole à d'autres personnes. Je voulais juste témoigner devant vous de cet intérêt que peut avoir une action convergente. Et quand on a commencé à préparer cette table, on a été assez surpris de voir qu'on n'avait pas énormément d'exemples de telles convergences à proposer. Alors peut-être parce qu'à ce moment-là, les gens n'avaient pas forcément ces exemples en tête. Donc là, je me retourne vers vous. Nous avions nos camarades de chez Solidaire qui devaient témoigner dans ce sens, mais c'est pareil. Alors, j'ai du mal à voir les noms, mais je ne crois pas les voir. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il y a des gens de chez Solidaire? Je ne crois pas. Non? Non. Alors, dans ce cas-là, je vais vous poser la question de façon un peu plus ouverte à celles et ceux qui voudront témoigner par rapport à ça. Est-ce que vous avez des exemples de telles convergences? Des exemples qui ont pu aussi échouer et pourquoi ils ont échoué, mais voilà. Est-ce que vous avez des exemples de convergences réussies, de convergences qui ont rencontré des difficultés? Est-ce que vous-même, dans vos pays, vous avez pu voir de telles opérations? Et je me tais parce que j'ai parlé beaucoup trop longtemps. Alors. Non, personne? C'est quand même bien le signe que ces coopérations sont rares, sont assez rares. Elles ont encore du mal. Alors, je vais peut-être élargir ma question. D'après vous, pourquoi est-ce qu'elles sont aussi rares? Comment se fait-il que le monde syndical ait tant de mal à travailler avec le monde associatif, ou peut-être inversement? Peut-être est-ce le monde associatif qui a du mal à travailler avec le monde syndical? Qu'en pensez-vous? Oui. Ou bien mon collègue? Et il y a Lydie et Mariano peut-être après, et Simona ensuite. Après, ça va très vite, je vois les écrans qui bougent beaucoup. Lydie, si tu veux bien. Muy bien. C'est-à-dire que, excuse-moi, on travaille beaucoup avec les ONG, mais pas au niveau de l'entreprise, au niveau politique. C'est-à-dire que nous, on siège comme représentants syndicaux au CESE régional, aux côtés des employeurs et des organisations environnementales qui ont été intégrées à ce niveau-là, ce qui n'existait pas avant. Auparavant, il n'y avait que les patrons et les syndicats, et actuellement, il y a les associations environnementales. Et donc, sur de nombreuses propositions politiques, on essaye de travailler ensemble, d'une part parce qu'ils ont parfois l'expertise qu'on n'a pas, vu qu'on est beaucoup plus généraliste. Et ensuite, on a quand même des convergences de vues sur un certain nombre de choses. Alors après, ça dépend un petit peu de la sensibilité de chacun. Il arrive que dans les organisations environnementales, ils ont une vision plus technologique, qui soit peu attentif aux questions sociales par rapport aux questions environnementales. On a eu un débat à ce sujet sur la question des compteurs communicants qui était défendu par les organisations environnementales pour favoriser la transition énergétique, alors que nous, on était opposés pour des questions sociales au déploiement des compteurs communicants. Mais à ce niveau-là, donc plus macro, il y a quand même beaucoup de travail qui se fait. Il y a aussi une plateforme qui s'appelle la Coalition Climat, qui est organisée au niveau belge national, où siègent les représentants des organisations syndicales et des ONG, et où il y a des mémorandums qui sont préparés, adoptés, des actions qui sont organisées
en termes de manifestations climat, etc. Par contre, au niveau de l'entreprise proprement dite, c'est vrai qu'on a peu d'exemples où il y a eu une collaboration entre les syndicats et les organisations environnementales locales, parce que je pense qu'il n'y a pas un cadre qui est prévu pour ça. Il est arrivé, bon, j'ai une expérience en tête que je ne connais pas très bien, mais qu'il y a eu des pressions des organisations environnementales locales sur l'entreprise qui ont fait que ça a aidé aussi à faire avancer les choses. Mais je pense qu'il n'y a pas de cadre qui existe en termes de gouvernance où ça peut s'organiser facilement. Je pense que c'est là aussi où il y a peut-être un frein à dépasser. Merci, merci pour cette contribution. J'ai plusieurs personnes, alors je suis désolé, je ne vous ai pas forcément dans l'ordre, mais je vais vous dire les noms des personnes que j'ai, comme ça si vous n'avez pas, vous pourrez vous resignaler. J'ai dans l'ordre Mariano, Simona, Valérie et Emmanuel. Est-ce que j'ai raté quelqu'un? Est-ce qu'il y avait encore quelqu'un qui voulait intervenir? Non? Mariano, s'il te plaît, merci. Bueno, nosotros entendemos que no somos más que una parte de la sociedad. Nous ne sommes qu'une partie de la société qui demande plus d'ambition climatique et une transition écologique. Nous devons donc jouer notre rôle. Nous faisons partie de l'Alliance pour le climat, où il y a des organisations depuis plus de 15 ans. Et cela nous permet également d'avoir un canal d'information et de recevoir beaucoup de plaintes sociales liées à des processus de production ou à des situations qui créent des problèmes pour l'environnement à partir des entreprises. Mais depuis quelques mois de plus, nous avons créé un groupe de travail avec les 5 grandes organisations écologistes espagnoles et nous avons abordé des questions concrètes pour sonder les autres organisations et pour avoir une position commune. Nous avons discuté du tourisme, question très sensible en Espagne, et nous avons un document commun de toutes ces organisations pour savoir quelles mesures sont nécessaires pour avoir un développement durable du tourisme. Et nous nous sommes mis d'accord avec ces autres organisations. Nous travaillons maintenant dans un autre groupe sur la mobilité. Nous avons déjà préparé le document de base et nous discutons maintenant des possibilités de mobilité durable à partir de l'information reçue par les ONG ainsi que leur position. Il y a une grande plateforme pour le développement du train traditionnel, pas simplement d'un TGV, et il y a des organisations sociales avec lesquelles nous travaillons sur ce volet. Et enfin, nous avons dernièrement élaboré un document. En Espagne, vous savez qu'il y a un développement très important de la transition des énergies renouvelables, notamment l'énergie éolienne et photovoltaïque, et cela crée des problèmes au niveau de la perception de l'impact de ces installations sur l'environnement et sur la biodiversité. Nous avons un document que nous avons élaboré, puis nous l'avons partagé à l'ensemble des syndicats, et dans ce document, nous indiquons les critères qui doivent permettre d'évaluer cet impact, car nous risquons de tomber dans certaines contradictions. Une organisation régionale pourrait être contre, et en tant qu'organisation confédérale, nous ne serions pas forcément d'accord. Donc nous donnons des directives afin que l'évaluation de l'impact soit beaucoup plus objective, qu'elle repose sur des critères clairs lorsqu'il s'agit de faire cet audit. Et donc, nous avons une relation très dynamique avec la société civile dans le domaine de l'environnement, mais également avec les partis politiques, car certaines de ces questions doivent être traitées au niveau politique, car c'est au niveau politique que l'on peut changer la donne. Merci.
Merci Mariano, c'est tout à fait pertinent, effectivement, comme réflexion. J'avais dans la suite de l'île, j'avais Simona. Yes, I also think there is not big difficulties in Je pense également taking strong relationship. que nous devons nouer des liens plus forts. I'm sorry. Excusez-moi. Okay. Because I listen. Okay, is it okay for you? Est-ce que vous m'entendez clairement? Oui. Oui, on t'entend très bien, Simona. Because we have this relationship between a lot of years. Nous avons ces liens. Coalition from Nous faisons partie d'une coalition 10 years, I think. depuis environ 10 ans Make some platform et nous coalition that avons une plateforme au sein de cette coalition qui regroupe des organisations d'étudiants, les mouvements sociaux, etc. Nous avons des liens étroits au niveau des organisations qui ont organisé la grève mondiale du vendredi dans différentes villes d'Italie. we have a relationship that we have a confrontation and we find Nous affrontons nos idées et nous arrivons à un point commun qui peut refléter une position commune. Je crois que travailler ensemble permet de mieux comprendre notre rôle social et de mieux comprendre les revendications environnementales. La justice climatique et la justice sociale vont de pair, nous sommes d'accord. Nous sommes plus forts si nous abordons ces questions ensemble et nos partenaires comprennent cette juste transition, les besoins de créer des emplois pour les personnes et comprennent également notre crainte de voir l'emploi disparaître. Nous essayons donc de travailler ensemble pour préparer la pré-COP, qui aura lieu en Italie en septembre, la réunion de préparation de la COP, et nous allons organiser des événements alternatifs. Il y aura donc la pré-COP et la COP des jeunes, et je crois qu'il est vraiment essentiel de travailler ensemble. Merci pour cette intervention, Simona. Je fais un point rapide sur la liste. Donc, j'ai Valérie et Emmanuel pour les interventions. Je précise juste que nous avons une intervenante d'Estonie, Julia, qui voudra intervenir après. On n'est pas tout à fait sûr d'avoir les capacités de traduction, donc on va essayer. Et puis, nous avions également un camarade de Moldavie qui voulait intervenir, mais on n'a pas vu la personne se manifester. Donc, si elle m'entend, qu'elle n'hésite pas éventuellement à se manifester auprès des modérateurs. On lui donnera une plage d'intervention. Valérie, si tu veux bien, merci. Oui, merci. Rapidement, en fait, moi, je voulais rappeler que la CGT, en fait, dans l'objectif d'augmenter le rapport de force, a décidé, en fait, de créer des convergences avec les ONG, des associations, d'autres organisations syndicales à travers les collectifs, le collectif Plus Jamais Ça. Et il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, il y a eu une forte mobilisation
sur l'entreprise La Chapelle d'Arblay, en fait, qui fabrique 100% de papier recyclable. Et la force, en fait, de cette convergence entre la CGT et d'autres associations a permis que ce projet, en fait, de fermeture d'usine ne se fasse pas et qu'il y ait un engagement du gouvernement français pour ne pas mettre fin à l'activité de cette entreprise. Donc ça, c'est une lutte gagnante. Et il y a aussi un autre collectif que je voulais vous faire part, c'est le collectif pour un véritable service public de l'énergie, en fait, qui s'est mis en place avec 65 organisations d'ONG, de partis politiques, d'autres syndicats, donc assez large, puisqu'il y a un projet européen et gouvernemental de démantèlement du groupe EDF. Et donc, il y a une forte mobilisation dans l'énergie. D'ailleurs, le 22 juin prochain, il y aura la convergence, en fait, de toutes les personnes qui se mobilisent contre ce projet de démantèlement. Et donc, pour stopper, en fait, tout ce projet européen et gouvernemental. Et donc, on bâtit des propositions au sein du collectif pour un véritable service public de l'énergie, qui est d'ailleurs un collectif qui a été à l'initiative d'Indecosa CGT, de Convergence des services publics et de l'ONG Droit à l'énergie SOS Futur. Je suis aussi la secrétaire générale de cette ONG. Mais donc, c'est parti de là. Et en fait, on a su agglomérer 65 organisations qui défendent le service public de l'énergie avec des propositions, par exemple, comme la baisse de la TVA sur l'électricité et le gaz, et aussi l'interdiction des coupures pour les précaires énergétiques, en fait. Et donc, on verra si c'est une lutte gagnante à la fin, mais pour l'instant, c'est intéressant. Voilà, je voulais vous en faire partager ces choses-là. Merci Valérie, merci pour cette contribution. Emmanuel, tu voulais réagir? Oui, je prenais note tantôt quand on parlait des luttes, de la collaboration entre le social et les ONG avec les syndicats. Moi, je pense que c'est indissociable et puis on ne peut pas y arriver autrement. Les travailleurs sont citoyens, sont électeurs, sont consommateurs, donc et les consommateurs sont aussi des travailleurs. Donc, si on réserve, on cantonne les syndicats dans un rôle simplement de défense des travailleurs et de absolument rien d'autre, on n'aurait jamais eu les progrès sociaux qu'on a eus dans le passé. Il y a beaucoup d'efforts présentement qui sont mis pour garder les syndicats sur la défensive. On les attaque constamment pour qu'ils se réservent toutes leurs énergies, leurs forces à défendre ce qu'ils ont déjà, à ne pas perdre plus finalement, à toujours juste rester à défendre des conditions minimales. Donc, si on s'associe et on collabore avec des ONG et des groupes sociaux, ben, on a beaucoup plus de possibilités et on peut sortir de l'entreprise dans laquelle on peut faire certaines actions, mais qui resteraient de plus symboliques ou de petites actions là, de mieux utiliser certaines choses, moins gaspiller d'énergie et tout ça. Oui, c'est bien, mais si on veut agir vraiment plus largement, mais c'est avec les lois et avec des politiques. Et là, on vient toucher le social et le politique aussi pour vraiment faire un changement et ne pas être laissé de côté. Quand le changement va être inévitable, quand on va frapper le mur de plein fouet, quand ça va être la fin du système qu'on ne plus utiliser, par exemple, du pétrole, quand on va arriver au bout, ben, le changement va être obligatoire, va être fait. Comment il va être fait?
Si les groupes sociaux, les ONG, les syndicats ne sont pas là ensemble, ben, ça va être d'autres qui vont décider, puis ça va être les mêmes qui décident présentement. Et ceux-là n'ont pas à cœur les intérêts des citoyens et des travailleurs. Merci Emmanuel. Et tu le faisais remarquer dans les contributions, je vais le redire ici, mais tu le faisais remarquer dans les contributions, dans les travaux de préparation, tu le disais, voilà, la plupart des syndicalistes sont eux-mêmes des gens investis dans des associations, et donc ils ont déjà, pour un certain nombre d'entre eux, sont déjà tout à fait sensibilisés à ces questions. Je vais demander maintenant à la personne qui nous a rejoint d'Estonie, Julia. Donc, on me dit que la traduction en russe pourrait être intéressante. Nous rentrons dans la dernière demi-heure de notre débat. Il reste quelques interventions. Donc, Julia, si tu veux intervenir. Julia. Ah, peut-être un petit problème technique. Alors, peut-être avant que Juliane intervienne, le temps qu'on résolve cela, il y avait une remarque qui a été faite par notre camarade alors, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est notre camarade du Sénégal qui faisait une proposition qui me paraît plus que pertinente. Et pourquoi ne pas effectivement, au niveau des organisations syndicales, se diriger vers une sorte de confédération environnementale, quelque chose qui mettrait en commun ce que les organisations syndicales peuvent travailler sur les questions environnementales. Je pense que c'est une idée sérieusement à creuser et qui pourrait en plus avoir un véritable écho au moment de la COP26, ou même des COP à suivre, parce que j'ai bien peur que dans les COP qui suivront, la question sera toujours présente. Je voudrais maintenant rebondir sur une question qui a été posée par Orlando Fonseca, alors de Colombie, un camarade de Colombie, qui nous pose la question en des termes directs. Il nous explique qu'en Colombie, l'un des gros problèmes de cette lutte pour les questions environnementales se heurte à la corruption. Et le camarade se demande si nous, en Europe, on peut être confrontés à ce même genre de problème. Vous avez le droit de réfléchir avant de répondre. Est-ce que en Europe et même plus loin, Amérique du Nord également, est-ce que ces problèmes de corruption sont vraiment des problèmes? On peut prendre peut-être 2-3 interventions le temps qu'on essaye de retrouver notre ami Julien. Quelqu'un veut intervenir sur ce point? Non? Et Orlando, il n'y a absolument aucune corruption en Europe. Ouais, je pense à ce moment-là, peut-être on me dit que Julia est de retour, donc je vais lui rendre la parole. Peut-être simplement pour répondre à la question du camarade, ne pas la laisser en suspens. Je pense que ce qui a été surtout mis en avant ici, ce sont les questions liées au greenwashing. Ce greenwashing, c'est une forme quand même de corruption au sens où ça dénature totalement l'action qui est menée pour la retourner sur une simple opération de communication, tout en mettant soigneusement de côté toutes les actions réelles qui doivent aller vers les actions environnementales. Mais ce n'est pas aujourd'hui, je ne pense pas, le problème majeur auquel on soit confronté en Europe. Dire qu'il est inexistant serait très, très, très naïf, extrêmement naïf. Je vais redonner la parole à Julia, si elle veut bien. Donc, Julia d'Estonie. The floor. Eh bien, j'espère que vous pouvez m'entendre. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Eh bien, je crois que vous pouvez m'entendre, je m'en réjouis. Je représente un syndicat estonien des mines et des travailleurs de l'énergie, ainsi que les travailleurs de l'industrie chimique. Nous sommes dans le domaine de l'extractivisme et malheureusement, avec la signature de l'accord de Paris et avec la transition verte, beaucoup d'emplois risquent d'être
perdus dans notre pays. Nous avons procédé à une analyse et à une recherche sur la question de cette perte d'emploi depuis longtemps, avec la direction des entreprises ainsi que les représentants des ministères compétents, des agences et des organisations d'entreprises. Il semble que ce problème risque de mettre en danger l'emploi de nombreux travailleurs dans notre pays. Les syndicats ont élaboré un plan d'action pour recycler les travailleurs. Nous demandons également au gouvernement d'augmenter l'investissement dans la recherche et dans la formation et dans la reconversion des travailleurs afin de permettre aux salariés de préserver leur emploi d'une façon ou d'une autre. Et voilà donc notre plan d'action à l'heure actuelle. Je vous remercie. Merci Julia pour cet apport. Nous sommes maintenant arrivés quasiment au terme de notre table ronde. Je repose la question, parce que je n'ai pas vraiment eu de retour. Est-ce que nos camarades moldaves, au final, sont présents et veulent intervenir? Parce que nous avions reçu une demande allant dans ce sens. Sinon, on peut également redonner en quelques mots le sens de leur intervention, parce qu'ils nous avaient fait la camaraderie de nous envoyer la base de leur intervention, qui rejoint d'ailleurs pour beaucoup la demande ou la suggestion posée par notre camarade du Sénégal. Alors, est-ce que les gens de Moldavie, non? Non? Alors, je vais me permettre, je sais qu'il y a plusieurs personnes de Moldavie qui nous écoutent, je vais me permettre d'aborder très très succinctement le mail qui nous a été envoyé. Je ne vous en donne que les grandes lignes. Si je me trompe, je laisserai les camarades intervenir. Donc, ils nous expliquent qu'ils sont eux également confrontés à de gros problèmes environnementaux, de gros problèmes de pollution. Ils nous parlaient notamment 90% des ressources en eau impropres à l'usage humain. Donc, là, effectivement, on atteint des seuils qui deviennent assez alarmants. Dans l'est du pays, en Transnistrie, Transnistrie, ça fait peut-être un peu trop sinistre quand même. En Transnistrie, il y a un entrepôt avec 20 000 tonnes de munitions périmées ou sur le point de l'être. Je suppose que vivre à proximité d'un tel endroit ne doit pas être forcément très plaisir. Des dizaines de cimetières d'enfouissement des pesticides et puis des maladies oncologiques en développement. Et la proposition qui a été faite, donc eux ont essayé de réagir, ils ont trouvé une entreprise pour essayer d'agir là-dessus, mais ce sont les pouvoirs publics qui ne leur répondent absolument pas et qui ne réagissent pas. Et donc leur proposition qui rejoint la proposition de notre camarade du Sénégal serait de se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas allier des pays qui rencontrent les mêmes types de difficultés pour une intervention auprès de l'ONU ou une autre plateforme mondiale pour véritablement qu'il y ait un appui international des syndicats sur les questions environnementales, un appui structuré des syndicats sur les questions environnementales. C'est une question, à mon avis, qui est à creuser parce que de toutes les participations que nous avons eues, nous avons quand même vu que, cette question environnementale dépasse très largement le cadre de l'entreprise. Elle ne peut pas être réduite au cadre de l'entreprise. 2, qu'elle se déroule aussi bien à l'intérieur des entreprises par rapport à leur comportement qu'à l'extérieur par rapport aux conséquences de leur comportement. Et 3, que parmi les outils et parmi les moyens d'accéder à cela, nous avons des moyens de formation, mais également des moyens syndicaux, des moyens structurels qui doivent être mis en place et qui font en sorte qu'il y a encore de nombreux droits à gagner, de très nombreux droits à gagner pour les organisations syndicales dans ce domaine. Je conclurai en disant qu'on a eu plusieurs exemples de coopération entre organisations syndicales et organisations ONG, mais qu'il faut poursuivre cet effort. Ce sont parfois des cultures différentes, des approches différentes, des manières d'être différentes. Bien, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont conscients, persuadés que nous devons continuer cet effort d'approche, de travailler ensemble. Trouvons ce qui nous rassemble. Je pense qu'il y a peut-être des choses qui nous différencient, mais peut-être pas qui nous opposent. Eh bien, continuons à travailler ensemble sur tout ce que nous pouvons travailler ensemble. Voilà, à ce stade, je laisse
le micro ouvert si certaines parmi vous ont envie de rajouter quelque chose. Emmanuel, je vois une main levée, mais c'est pour intervenir? OK, super, Emmanuel. Oui, donc, c'était pour répondre à la question de notre collègue colombien tantôt. On parlait de corruption. Avec bien y réfléchir, on a un bel exemple chez nous. Un bel exemple canadien, on a légalisé un petit peu notre corruption. On appelle ça du lobbying. On a des groupes de personnes qui représentent, par exemple, des grandes corporations et les producteurs de pétrole et les minières qui sont assez dévastateurs en environnement, qui ont des accès privilégiés au premier ministre et aux différents ministres des provinces. Et c'est ce qui met principalement les plus gros bâtons dans les roues de tout ce qui est progrès en environnement, côté loi et côté protection des travailleurs aussi. Les plus gros producteurs de pétrole, de gaz à effet de serre sont le pétrole et dans les pires corporations pour côté environnemental, on retrouve les mines canadiennes qui sont pas au Canada, mais partout dans le monde. Mais qui ont leur siège social au Canada parce que les lois les protègent ici. Et malgré les efforts pour changer la loi des mines au Canada, ça n'a jamais été fait. On n'y arrive pas parce qu'il y a tout le temps ces fameux lobbyistes qui viennent influencer le gouvernement plus efficacement que n'importe quel citoyen pourrait y arriver. Donc, on retrouve là notre corruption sous un beau couvert légal et possible. Donc, c'est moins direct que dans d'autres pays, mais pas moins efficace. Simona, j'ai vu que tu voulais également intervenir. Non? Si? Ecco. Yes, I would like to express my... Oui, en effet, je souhaitais intervenir pour dire quelques mots concernant mes préoccupations en matière de corruption. Vous savez, nous aussi en Italie, nous avons rencontré des situations très inquiétantes. Il y a beaucoup d'argent dorénavant qui est disponible pour le plan de relance en Italie. Et nous voyons que, en fait, le gouvernement est en train de modifier la législation pour simplifier et pour accélérer certains investissements dans la voie de la transition énergétique, par exemple, d'autres investissements qui se déroulent dans le contexte du plan de relance. Et donc, nous devons être très attentifs, très vigilants, parce qu'il y a des risques de corruption et de détournement, bien entendu. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a aujourd'hui un peu moins de contrôle et cela est problématique. Au niveau des pouvoirs publics locaux, il n'y a pas assez de surveillance. Donc, dans les différentes entités responsables, il n'est pas possible d'assurer une vigilance sous l'angle de l'environnement ou du droit. Et étant donné que les montants qui sont accordés dans le plan de relance sont colossaux, cela pose un réel problème. Voilà. Tout à fait, Simona. Tu mets le doigt sur quelque chose d'extrêmement important. C'est vrai que ces montants sont vraiment gigantesques et qu'en dehors d'un suivi et d'un contrôle également des organisations civiles, des organisations syndicales, de toutes les parties prenantes dans l'affaire, on peut craindre le pire concernant l'utilisation de certains de ces fonds. D'ailleurs, l'intervention d'Emmanuel me remettait en tête une certaine histoire de néocotinoïdes produits phytosanitaires utilisés sur des betteraves en France
qui ont été interdits le temps de quelques mois jusqu'au moment où les utilisateurs ont hurlé en disant comment ça c'est interdit, et brusquement ils sont devenus autorisés. Donc effectivement, comme tu le disais, Emmanuel, les lobbies ont encore un champ très très large devant eux. Eh bien, je pense que notre table touche à sa fin. Je vois une dernière intervention disant un code syndico-environnemental international doit être mis en place. Je dirais un code syndico, associativo, société civilo-environnementale doit être mis en place. Je pense que c'est vraiment un code qui doit impliquer toutes les parties prenantes. On joue quelque chose de fondamental. On n'est pas en train de parler d'un choix qui ferait qu'on aurait un peu plus de bleu ou un peu plus de vert ou un peu plus de rose. On joue un enjeu qui est l'enjeu planétaire, on joue un enjeu qui est l'enjeu de conditions de travail de millions et de millions d'individus, avec des équilibres qui se jouent sur l'ensemble de la planète. Comme le disait Christina, c'est le monde qu'on a aujourd'hui, et même si on aimerait en changer, c'est celui qui existe aujourd'hui. Donc c'est sur celui-là qu'il faut agir. Et donc toutes ces questions prennent une importance primordiale. Les contributions qui ont été faites à cette table seront reversées dans le compte-rendu qui en sera fait. Alors, il y avait déjà eu une première base qui avait été rédigée des premiers échanges de préparation. Je pense que ça a pu être enrichi de tout un tas d'interventions aujourd'hui et nous aurons l'occasion donc de redévelopper tout ceci. Si l'un ou l'une d'entre vous veut rajouter un mot, c'est le moment, sinon… Eh bien, au nom d'Indecosa CGT, au nom de la CGT, au nom de l'ensemble des organisateurs de cette conférence et de cette table ronde, je vous remercie de toutes vos contributions. Merci à toutes les personnes qui ont vraiment très largement aidé à sa construction en amont. Et merci à toutes les personnes qui aujourd'hui sont intervenues. Merci également à toutes celles qui ont pu nous relayer les questions et toutes les traductions qui nous ont permis de comprendre toutes les interventions. Merci beaucoup à vous et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ciao. Merci, au revoir.